Bien, bonjour mesdames, messieurs. Heureux de vous retrouver à l'issue de ce nouveau Conseil européen qui a d'abord été l'occasion d'un hommage rendu au président Giscard d'Estaing. Je veux remercier l'ensemble de mes collègues pour l'hommage qui a été rendu en début de Conseil, avant l'hommage solennel qui sera donc rendu au Parlement européen le 2 février prochain à Strasbourg. Nous sommes dans une période, il faut bien le constater, où il y a beaucoup de tests de crédibilité et de souveraineté pour notre Europe. Et le Conseil que nous venons de vivre a réussi à montrer notre capacité collective d'action face à un nombre de grands défis. La réponse économique et sociale face à la crise que nous sommes en train de vivre dans le cadre de la Covid-19 et la nécessité d'une relance. La crise sécuritaire que l'Europe vit, en particulier à son voisinage, et la crise profonde que nous connaissons, l'urgence que représente le dérèglement climatique et l'ambition que nous devons afficher pour y répondre. Ce sommet était un test pour l'Europe et nous avons réussi ce test car 3 accords importants ont été adoptés hier et aujourd'hui. Nous avons d'abord adopté le plan de relance et le cadre financier pluriannuel, sans rien céder sur le respect de l'état de droit. C'était une étape importante, les discussions furent longues et avaient été amorcées il y a plusieurs semaines. Notre accord permettra la pleine application d'un mécanisme qui lie le versement des fonds européens au respect de nos valeurs et aux principes de droit commun. C'est aussi l'aboutissement de l'initiative que nous avions prise avec la chancelière Merkel au mois de mai dernier, dans un cadre franco-allemand, qui nous a ensuite permis de porter cela pour arriver donc aux conclusions et à l'accord de principe de juillet dernier. Un plan de relance européen massif, avec, vous le savez, à côté de ce plan de relance, les financements du cadre financier pluriannuel pour un montant total de près de 2 000 milliards d'euros. C'est un bond en avant pour l'arme budgétaire européenne. C'est une réponse qui était indispensable sur le plan budgétaire face à la crise de la Covid-19. Les prochains mois nous dirons si nous devons encore adapter cet instrument, mais nous sommes dotés collectivement tout à la fois d'une politique monétaire efficace depuis le premier jour et d'une politique budgétaire à la hauteur de la crise que nous vivons. Nous devons désormais mettre en œuvre ce plan pour que les premiers versements puissent intervenir dès le printemps prochain, ce qui va permettre aussi à chaque pays de décliner sur le plan national la totalité des plans de relance ainsi pensés. Nous avons ce matin conclu nos travaux, toujours dans le droit fil de la réponse économique, budgétaire et financière à la crise, par un sommet de la zone euro qui a pu consacrer d'abord et avant tout la réforme du mécanisme européen de stabilité qui avait été initié à Meseberg, là aussi dans le cadre d'un accord franco-allemand, mais qui nous permet d'améliorer notre réponse, de mieux prévenir les crises et d'avoir des instruments, là aussi, de solidarité plus efficaces. Nous avons également parachevé le filet de sécurité de l'union bancaire qui était sur notre table de travail depuis maintenant 7 ans. Il nous reste à continuer le travail sur l'union bancaire avec, on le sait, beaucoup d'autres chantiers devant nous pour parachever celle-ci, mais également à aller jusqu'au bout d'une union des marchés de capitaux. Pourquoi ? Parce que si nous voulons compléter la réponse économique à la crise que nous sommes en train de vivre, la zone euro doit se doter d'un fonctionnement des marchés de capitaux pleinement intégré. C'est ce qui nous manque aujourd'hui pour mieux répartir l'épargne, pour améliorer le financement des petites et moyennes entreprises, pour éviter les déséquilibres entre régions et secteurs au sein de l'Union européenne et tout particulièrement au sein de l'euro. C'est ce qui nous permettra, à côté de la réponse monétaire et budgétaire, d'aller jusqu'au bout d'une réponse en termes de financement privé. Le deuxième accord structurant que nous avons conclu aujourd'hui et qui est une nouvelle étape dans un processus exigeant. Et c'est comme ça que nous le
le poussons depuis plusieurs mois, c'est l'accord qui a été obtenu sur la question turque. L'Europe a en effet démontré sa capacité à faire preuve de fermeté à l'égard de la Turquie en adoptant des sanctions afin qu'elle mette fin à ses actions unilatérales en Méditerranée orientale. Nous avions donné au mois d'octobre dernier une chance à la Turquie. Nous avions tendu la main, posé des conditions. Nous avons unanimement constaté que la Turquie avait poursuivi ses actions provocatrices. Cette fermeté et ces nouvelles mesures de sanctions sont le signe d'une nouvelle approche qui a notamment été le fruit du travail que nous avons conduit, d'une part avec la Grèce et Chypre l'été dernier, en format MED7 à la fin de l'été, et avec l'Allemagne ces dernières semaines, afin de convaincre tous nos partenaires de la nécessité d'avoir ce processus progressif, mais exigeant, et d'être cohérent avec nous-mêmes. L'Europe reste évidemment toujours ouverte au dialogue, mais elle n'acceptera pas une politique de déstabilisation de ses États membres, comme de son environnement régional. C'est pourquoi nous avons aussi demandé au haut représentant Josep Borrell de poursuivre ce travail pour déterminer si d'autres mesures seront nécessaires et au fond de conduire d'ici à mars prochain une revue complète de la relation entre l'Union européenne et la Turquie en matière politique, économique et commerciale et de permettre d'identifier tous les actes qui sont contraires à nos intérêts afin que nous puissions là aussi en tirer toutes les conséquences en nous réservant la possibilité d'appeler les instruments ou options qui permettent de répondre à ces situations. Je crois que cette unité et cette fermeté sont une condition aux objectifs que nous nous étions fixés lors du sommet d'Ajaccio, la paix et la stabilité en Méditerranée. Ce travail se poursuivra car les actions de déstabilisation du Caucase à l'Afrique du Nord demeurent aujourd'hui nombreuses. Le troisième accord qui a été conclu ce matin tôt et qui était pour nous essentiel. Le troisième accord à la veille du 5e anniversaire de l'accord de Paris, c'est l'Union européenne qui s'est montrée à la hauteur de son ambition climatique en se fixant un objectif de réduction d'au moins 55% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Nous avons ainsi rehaussé nos engagements collectivement à 27, ce qui, d'une part, est attendu de l'Union européenne pour être au rendez-vous du processus pensé par l'accord de Paris. Et c'est un signal majeur et une ambition concrète. Dans les prochains mois, en effet, nous adopterons les textes législatifs qui permettront d'atteindre collectivement cet objectif. Nous en avons pensé les financements, qui sont d'ailleurs pour une large partie inclus dans les textes financiers également agréés, le Fonds de transition juste en particulier, mais pas seulement. Mais l'ensemble des mécanismes seront parachevés dans les textes qui, d'ici à juin prochain, seront soumis au Conseil par la Commission. Pour que notre ambition européenne soit juste et efficace, nous devrons également la compléter par un mécanisme d'ajustement du prix du carbone à nos frontières, qui là aussi a été réitéré comme nous l'avions fait au mois de juillet dernier. Cet accord européen nous permettra, en vue de la prochaine COP qui se tiendra au Royaume-Uni, d'entraîner nos grands partenaires internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique et la Chine. À ce titre, se tiendra demain un sommet des Nations Unies Ambition Climat que la France coprésidera aux côtés du secrétaire général des Nations Unies, du Royaume-Uni et de l'Italie, qui permettra d'afficher nos ambitions, de pouvoir exprimer chacune et chacun la déclinaison nationale, mais aussi de pouvoir porter cette ambition européenne. Et je l'espère aussi de pouvoir mobiliser d'ores et déjà la communauté internationale. Et à cet égard, j'ai eu sur ce sujet une discussion très constructive avec le président Xi Jinping il y a 2 jours. Nous avons enfin évoqué d'autres sujets à l'issue de ce Conseil européen, en particulier les questions de lutte contre le terrorisme. Je l'avais annoncé après les dernières attaques terroristes islamistes en France et en Autriche. Nous avions tenu
une réunion extraordinaire à quelques-uns avec le chancelier autrichien qui était venu à Paris, auquel nous avions associé la chancelière Merkel, le Premier ministre Rutte et le président Michel. Nous avons enclenché ainsi un processus qui est parfaitement traduit dans ces conclusions. Nous devons renforcer nos moyens européens d'action dans tous les domaines, de la protection de nos frontières à la lutte contre la haine en ligne. Et à ce titre, je me félicite des propositions faites cette semaine par la Commission européenne et de celles qui sont à venir dès le 15 décembre sur la régulation des grandes plateformes numériques. C'est là aussi une ambition que la France porte depuis maintenant un peu plus de 3 ans. C'était inscrit dans cette volonté de souveraineté du discours de la Sorbonne. Ce fut longtemps considéré comme une idée baroque, c'est en train de devenir une réalité. Et cette plus grande régulation des grandes plateformes numériques permettra en particulier de mieux contrôler les discours de haine, de mieux réguler et responsabiliser ces acteurs. Je veux d'ailleurs à ce titre saluer l'adoption hier du règlement sur le retrait des contenus terroristes en ligne. Ces contenus devront être retirés dans un délai d'1 heure et devront être retirés, y compris lorsque la plateforme qui héberge ce contenu est établie dans un autre État membre. Et donc le retrait n'est pas conditionné au fait que la plateforme est dans l'État membre qui demande. La fameuse Golden Hour sera ainsi respectée. C'est là aussi l'aboutissement d'un processus que nous avions lancé à Paris le 13 juillet 2017 avec Theresa May, que nous avions ensuite poursuivi dans un cadre onusien, international, dans le cadre de l'appel de Christchurch avec la première ministre néo-zélandaise, et enfin dans un processus européen que nous avions su enclencher quelques mois plus tard. C'est une étape majeure vers un Internet plus sûr, un outil puissant pour lutter contre la propagande terroriste en ligne. Voilà les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous à l'issue de ce Conseil européen. Des avancées notables ont été conclues par la mobilisation de tous, mais parce que depuis aussi plusieurs mois, nous sommes au rendez-vous de l'ambition et nous devons continuer à l'être sur chacun de ces chantiers que je viens d'évoquer. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions. Bonjour, nous allons prendre 3 questions. La première revenant à Rim Montaz de Politico. Bonjour et merci de prendre cette question. Bonjour Monsieur le Président. Vous avez parlé d'un test de crédibilité et d'après ce qu'on comprend sur les sanctions sur la Turquie, c'est plutôt le principe de sanctions individuelles supplémentaires qui sera acté et aussi l'élargissement du champ de sanctions. Mais pour autant, pour le moment, aujourd'hui, l'Union européenne n'impose pas de conséquences concrètes à la Turquie pour ses agissements en Méditerranée orientale, puisque la décision est reportée à peut-être d'ici mars. Donc, qu'est-ce qui changera concrètement dès aujourd'hui pour la Turquie en Médor et qu'est-ce qui pourra changer si dramatiquement d'ici le rapport de M. Borrell pour que tout le monde soit d'accord et pour que les sanctions soient concrètement imposées? Merci. Alors, il y a 2 choses. Nous avons acté des sanctions individuelles dans le cadre justement des personnes qui avaient été identifiées et pointées relatives justement aux agissements qui sont faits dans les forages dans la zone économique exclusive chypriote. Ça, c'est ce que nous avions enclenché en octobre. Nous avons constaté collectivement que les comportements n'avaient pas changé et donc nous avons en effet décidé du principe de sanction qui seront effectives dans les prochaines semaines. Et donc ensuite, elles seront déclinées techniquement par nos ministres. Mais l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement ont acté ces sanctions, ce qui a d'ailleurs été immédiatement compris d'ailleurs par nos amis turcs qui ont réagi dès ce matin. Et donc les sanctions sont actées. Elles sont actées comme nous avions prévu de le faire, c'est-à-dire dans le cadre du processus que nous avions enclenché au mois d'octobre. Et c'est d'où l'utilité d'enclencher un processus et d'avoir des clauses de rendez-vous. C'est ce qui permet d'avoir un suivi et une pression croissante. Principe décidé en octobre, les résultats ne sont pas là. Nous décidons des sanctions, elles seront mises en œuvre dans les prochaines semaines. Le rendez-vous de mars n'est pas sur ces sanctions individuelles. Le rendez-vous de mars est sur des activités plus larges de la Turquie. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, elles ne sont pas visées d'un point de vue géographique, mais ce sont les activités politiques, économiques, commerciales
en lien avec l'Union européenne. C'est sur ces sujets que nous avons demandé un rapport au haut représentant Borrell, afin qu'il puisse documenter ses agissements, leur conformité avec nos intérêts, et que nous puissions enclencher un processus similaire qui peut avoir pour conséquence d'autres sanctions individuelles, mais également des sanctions sectorielles, ce qui fait partie des instruments, et évoqué d'ailleurs par cette phrase, instruments qui étaient d'ailleurs visés aussi dans les conclusions d'octobre. Très concrètement, aujourd'hui, nous avons un sujet, puisque la Turquie continue avec d'autres à violer les accords que nous avions conclus lors de la conférence de Berlin sur la Libye, embargo sur les armes, fourniture de djihadistes. Elle menace nos intérêts sur le plan migratoire en Libye, puisqu'elle ne permet pas un bon contrôle des côtes et en introduisant des djihadistes sur une zone qui est une zone de départ vers l'Europe, elle nous fait courir un très grand risque. Je l'ai souligné, c'est pour nous aujourd'hui un des sujets principaux. Nous ne devons plus tolérer ces agissements en Libye qui menacent notre Europe. La Turquie continue d'avoir des actions unilatérales non conformes à nos intérêts en Syrie, qui d'ailleurs concourent à accroître la présence djihadiste en Syrie et nous font courir un risque qui est la reconstitution d'un califat territorial. Et de manière évidente, la Turquie ne se comporte pas non plus comme il se doit à notre égard dans le Caucase, en particulier en envoyant à nouveau des soldats et compte tenu des ajustements qui ont été pointés, et là aussi de l'exportation de soldats. Ça, c'est dans le cadre européen, et le rendez-vous de mars, ce sera pour documenter tout cela, et beaucoup d'autres choses, et de voir la réponse commune que nous devons y apporter. J'attire votre attention, il y a 6 mois, nous étions très loin de cela. Sur tous ces sujets, on disait la France est toute seule. Et donc, c'est un processus que nous sommes en train de mettre en œuvre. Si on regarde un peu derrière, on voit bien, nous avons assumé l'été dernier de défendre les intérêts territoriaux et souverains de 2 États membres que sont Chypre et la Grèce. Et nous avons construit, nous continuerons à mettre la pression pour construire ce processus à chaque étape, qui est le seul qui, à mes yeux, peut mettre suffisamment de pression sur la Turquie. C'est la même chose que nous allons faire dans le cadre de l'OTAN, puisque le rapport des sages a été rendu il y a maintenant quelques jours, qui apporte des solutions extrêmement importantes que les États membres devront maintenant faire vivre. Et je pense qu'en particulier, le Code de bonne conduite est un instrument que nous devons progressivement mettre en œuvre et qui permettra de traiter les incohérences de la Turquie au sein de l'OTAN, incohérences qui, comme on a pu le voir, ont été pointées par le secrétaire d'État Pompeo de manière très vocale à la ministérielle OTAN, donnant lieu à des sanctions américaines concomitantes aux sanctions européennes. Les choses se mettent en place. Vous le voyez, le travail de conviction que nous menons depuis plusieurs mois se fait et s'élargit au sein de l'Union européenne, avec nos partenaires de l'OTAN. Et donc, je me félicite qu'on puisse ainsi avancer, ce qui montre qu'on a raison, parfois, d'être clairs et vocaux quand les comportements sont inacceptables. La deuxième question revient à James Freynet du Daily Mail. Oui, bonjour, Monsieur le Président. James Freynet, Daily Mail. Je vous ai posé la question il y a 3 ans, si vous prenez la menace d'un no deal sérieusement, qui était évoquée à l'époque par Boris Johnson. Vous avez répondu, et je cite, il y a parfois du bruit, du bluff et des fausses informations des uns et des autres, des acteurs secondaires. Ma question aujourd'hui, est-ce que dans ce jeu de poker, le Premier ministre britannique est en train de vous bluffer? Première question. Et deuxième question, la Commission européenne a suggéré hier que les pêcheurs européens pourraient continuer à pêcher dans les eaux britanniques après un no deal. Est-ce que vous, Monsieur le Président, vous voulez la beurre et l'argent du beurre? Merci. James, d'abord, je veux toujours clarifier ce cadre. Nous ne sommes pas dans la situation d'un no deal, puisqu'il y a eu un accord. Et il y a eu un accord de retrait. Et on a pu parfois être étonné par les décisions, les lois, les déclarations britanniques suite à cet accord, mais il y a eu un accord de retrait que nous avons signé l'un et l'autre. Et donc, la sortie, le Brexit, d'ores et déjà, ne se fera pas dans un cadre désordonné. Par rapport à votre question d'il y a 3 ans, l'accord de retrait, nous l'avons fait.
Ce qui est en jeu là, c'est l'accord sur les relations futures, ce qui est autre chose. Et ce qui nous engage pour des années et des décennies. Sur ce sujet, nous avons un principe, être unis. Et moi, je m'en tiens là. Avoir un négociateur et une ligne qui est d'être ferme, c'est-à-dire qu'on a ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas depuis le début tous ensemble, sur la pêche, l'énergie, les règles de concurrence loyale qui préservent l'intégrité du marché unique. Et donc là-dessus, moi, je n'ai pas à qualifier les uns et les autres. C'est normal que dans des négociations à fort enjeu où il y a beaucoup d'acteurs, il y ait parfois des rumeurs, des bruits ou des feux et des contre-feux. Moi, je respecte toutes les parties prenantes et je souhaite que chacun puisse sortir avec l'accord qui, d'une part, préserve l'intérêt européen, car je rappelle que les Européens n'ont pas choisi le Brexit, et qui respecte nos amis britanniques, et qui permettent, parce que la géographie est têtue, et on va quand même continuer de vivre côte à côte même après le Brexit, et donc qui va nous permettre de vivre de la manière la plus harmonieuse côte à côte. Ensuite, je ne sais pas l'information à laquelle vous faites référence, mais ça dépend s'il y a un accord sur les relations futures ou pas, et ça dépend des mesures transitoires qui seront prises pour ce qui est de la pêche. On connaît les termes, et moi je suis cohérent. Donc je ne demande pas le beurre et l'argent du beurre, non. Mais je demande le beurre bien pesé. Parce que je n'en donne pas ma part non plus. Une dernière question de Marie Chantret, TF1 LCI, s'il vous plaît. Oui, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Hier, en arrivant à Bruxelles, vous avez dit que la lutte contre le Covid, la coordination européenne avait été essentielle. Vous avez aussi parlé de mesures prises pour éviter que l'épidémie ne reprenne. Pourquoi ne pas vous être inspiré, par exemple, de nos voisins italiens ou allemands qui, pour ces périodes à venir de Noël, restreignent les déplacements de ville à ville ou de région à région? Merci beaucoup pour votre question. Le Premier ministre, vous savez, a hier expliqué et porté les décisions que nous avions prises en Conseil de défense au vu de la situation épidémique en France. D'abord, je veux vraiment dire ici que tous et toutes, nous avons pris nos responsabilités et nous avons des résultats. Et je veux remercier les Françaises et les Français pour le travail fait, le sens des responsabilités depuis plusieurs semaines tous ensemble. À la fin du mois d'octobre, j'avais eu l'occasion de le dire. Nous vivions cette deuxième vague et nous n'étions plus en maîtrise de l'épidémie. Et à ce moment-là, la France, avec quelques autres, la Belgique et d'autres pays de l'Europe, était vraiment parmi les plus touchés. Et on regardait d'autres pays, l'Italie ou l'Allemagne, qui l'étaient beaucoup moins que nous. Nous avons alors pris des mesures parmi les premiers, au moment où ni l'Italie ni l'Allemagne ne prenaient ces mesures, celle du confinement adapté. Et parce qu'on a vraiment tous et toutes fait ce qu'on devait faire, chacun à notre place, les citoyens français, les soignants, l'ensemble de la communauté nationale, nous avons réussi à beaucoup mieux maîtriser l'épidémie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes l'un des pays d'Europe qui maîtrise le mieux l'épidémie. Et c'est un fait. Pour la première fois depuis le début de la crise. Et ça, c'est le résultat de notre travail à tous. J'avais évoqué le fait qu'au 15 décembre, on pourrait sortir du confinement si nous étions à 5000 cas par jour de nouvelles infections, qui est un niveau auquel on peut maîtriser par la stratégie de tests, d'alerte et d'isolement, et qu'à ce moment-là, on pourrait rouvrir d'autres activités et avoir des fêtes qui ne seraient pas normales, mais avec un peu plus d'ouverture. Ce que le Premier ministre a annoncé hier, c'est que compte tenu de nos résultats, le fait que la moyenne sur 7 jours de nos infections était nettement supérieure aux 5000 cas par jour, nous ne pouvions pas passer cette phase d'ouverture. Et donc que nous restions dans une phase de contrainte forte où, en effet, beaucoup d'établissements restent fermés. Et j'ai une pensée toute particulière pour tous les artistes, parce que je sais qu'ils attendaient beaucoup ce moment du 15 décembre pour pouvoir jouer à nouveau, retrouver les salles de spectacle, permettre d'être qui acteurs au théâtre, qui
dans une salle de concert, rouvrir les salles de cinéma. Je sais que les sportifs aussi l'attendaient. Et on va leur demander encore quelques semaines d'efforts avec nous. On va protéger les professionnels et l'activité économique, mais ça ne compense pas ce besoin de sens qu'ils ont, et je le sais. Mais nous aurions été irresponsables à ouvrir et à faire comme si tout se passait très bien, parce que ça redémarre un peu. C'est la preuve que le confinement adapté était une bonne mesure. C'est la preuve aussi qu'on est cohérent. Quand on n'est pas au rendez-vous des résultats, on doit continuer à tenir. Maintenant, nos chiffres ne sont pas ceux de l'Italie et de l'Allemagne. Et donc, demander aux Françaises et aux Français des privations disproportionnées n'est jamais l'esprit que j'ai retenu depuis le début de la crise. L'Italie et l'Allemagne ont beaucoup plus de cas d'infection aujourd'hui parce que cette deuxième vague a démarré plus tardivement chez eux. Et ils n'ont pas fait les mêmes efforts que nous en amont pour cette raison. Et donc, en effet, ils vont avoir sans doute des mesures différenciées territorialement, mais beaucoup plus restrictives. Et vous avez raison de le dire, en Italie, les voyages entre différentes régions ne sont pas permis. Il y aura des restrictions de mobilité. Je pense qu'en France, c'était disproportionné. Je pense que nos concitoyens, qui depuis plusieurs semaines font ces efforts, ont besoin de souffler et de pouvoir se retrouver en famille. Je pense aux étudiants, par exemple, à qui on a demandé beaucoup d'efforts, qui, pour celles et ceux qui étudient dans une ville qui n'est pas la leur, vivent aussi la solitude. Leur permettre de revenir en famille est important pour les fêtes. Et donc, on fait cette petite ouverture, mais il y aura le couvre-feu à 20h et tout ce qu'a détaillé le Premier ministre. Et il y a surtout l'appel à la responsabilité. Donc je pense que ce que le gouvernement a annoncé hier est juste et proportionné. Je sais que ça a déçu des gens qui attendaient qu'on ouvre plus, mais ça n'aurait pas été responsable et nous n'aurions pas protégé les Françaises et les Français. Et je pense que ça n'aurait pas été juste d'être beaucoup plus restrictif, comme le sont des pays qui sont beaucoup plus touchés que nous, parce qu'on fait ces efforts, nous, depuis plusieurs semaines. Mais vous me donnez l'occasion de passer un message très direct à nos concitoyens, qui est vraiment que Noël est entre nos mains. Il y a beaucoup de règles, et je sais qu'elles vous pèsent au quotidien, qui sont mises en place avec vraiment cette volonté de vous protéger par le gouvernement et toutes celles et ceux qui mettent en œuvre ces décisions sur le terrain. Mais le plus important, c'est ce que chacune et chacun d'entre vous fait chaque jour. Le port du masque, le respect des gestes barrières et l'attention, y compris quand vous êtes dans des moments familiaux ou amicaux. Maintenant, on sait que ce sont ces moments, quand on se relâche, qu'on ne fait plus attention, c'est dans ces moments qu'on diffuse le virus. Et donc vraiment, nous devons redoubler de vigilance, limiter les contacts avec d'autres foyers, évidemment se retrouver, mais moins que d'habitude pour Noël, moins nombreux, et d'être beaucoup plus attentifs à l'autre et à soi. On doit prendre soin les uns des autres durant cette période de Noël. Parce qu'il en va de notre capacité à tenir en bonne santé ces fêtes et aussi à en sortir en bonne santé et à ne pas nous retrouver dans une situation où l'épidémie aura repris de plus belle parce que nous n'aurions pas été vigilants. Et ça dépend vraiment de chacune et chacun d'entre nous. Merci à vous. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci et bonne journée. Je vous souhaite bonne fête de fin d'année à toutes et tous si je ne vous revois pas, malgré ce contexte. Et donc il nous faut être forts, solidaires et responsables. Nous le serons. Bon courage.